Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. 4 septembre 2013, 4 septembre 2017, 4 ans que le président Ibrahim Boubacar Keïta est chef d'État du Mali. Ce soir, opposition, majorité et observateurs vont donner leur point de vue sur le bilan de la gestion du Mali. Alors tout de suite, nos invités, honorable Al-Kaïdi Touré, qui est député URD représentant l'opposition, qui sera avec nous dans quelques instants. Souleymane Ag Al-Mahmoud, député RPM, parti au pouvoir, et Amadou Tchéoulène Diarra au téléphone. Il est juriste, donc analyste. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, je vous le disais, 4 septembre 2013, 4 septembre 2017, nous allons écouter tout de suite Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État. Le 4 septembre 2013, il faisait une déclaration à la nation. Mon premier devoir dès le 4 septembre 2013 sera d'œuvrer au rassemblement de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. Autour des idéaux de paix, de tolérance, nous construirons une démocratie vraie, apaisée et transparente, respectueuse, où chaque citoyen, quel qu'il soit, trouvera sa place. Je serai le président de la réconciliation nationale. Cette réconciliation est nécessaire pour faire face aux exigences légitimes de notre peuple. Reconstruction d'un État de droit, redressement de l'armée et de l'école, lutte contre la corruption, développement économique et social pour que toutes les Maliennes et tous les Maliens profitent des progrès que nous ferons, que nous ne manquerons pas de faire. Je serai le président de la refondation nationale. Chers compatriotes, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre, pleine de promesses et de défis. C'est l'ère d'un Mali nouveau qui retrouvera toute sa place dans le concert des nations. Un Mali souverain et respecté, au dehors comme au dedans. Je serai le président d'un Mali bâti et fier, Inch'Allah. Vive la République du Mali, vive le Mali. Voilà Ibrahim Boubacar Keïta qui faisait sa déclaration aujourd'hui. Honorable Souleymane Ag Al-Mahmoud, vous êtes député de la majorité présidentielle. Que pensez-vous des promesses qui ont été faites par IBK dont vous venez d'entendre une partie? Est-ce qu'elles ont été tenues? Merci d'abord de ce débat. Les promesses tenues par le président de la République sont tenues et en court terme. Vous savez, le président de la République, comme il l'a dit, a été le président de tous les Maliens et avait pris le pouvoir quand le pays était à plat. Quand le pays était complètement à plat. Et Dieu merci. Vu les difficultés, les problèmes qui sont aujourd'hui d'ordre international, général, et le président a pu faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, non seulement le Mali est debout, nous avons, Dieu merci, nous n'avons pas de problème de nos salaires, nous n'avons pas de problème de la santé, nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Donc, le chemin n'est pas encore fini. Et Inch'Allah, comme il l'a dit, bientôt, les promesses seront tenues, seront exécutées. Bientôt, les promesses seront tenues, ça veut dire que les promesses ne sont pas encore tenues? Non, les promesses ne sont pas finies. Okay. Comme ça a été chiffré, comme ça a été dit, ça a été chiffré, c'est en cours. Et il ne reste pas beaucoup. Nous sommes à 80% de nos réalisations de ces promesses. Nous aurons tout de suite, dans quelques instants, honorable Al-Kaïdi Touré qui représente l'opposition qui est en cours de route. Alors, en attendant, Amadou Tchéoulène Diarra, vous, que pensez-vous de ces 4 ans d'IBK au pouvoir? Oui, 4 ans, ce qu'il faut noter, c'est que
nous sommes un pays en crise, ou si vous voulez, nous sommes un pays qui sort de crise. Il est vrai que quand le président Ibrahim Boubacar Keïta arrivait au pouvoir, pratiquement le Mali était en lambeaux et il y avait des segments qui étaient pratiquement tombés, des remparts tombés, il fallait les remettre à leur place. C'est important de le souligner et je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine, notamment la remise de certains remparts à leur place. Mais il y a aussi ce qui est fondamental et qu'il faut dire, c'est que quand un pays sort de crise, je pense que la seule manière de reconstruire les segments qui sont tombés, ou les remparts qui sont tombés, eh bien c'est, si vous voulez, de faire un front. Et le président de la République lui-même, il a dit lors de son voyage en Mauritanie, mais je pense que son discours de la Mauritanie était le plus significatif de tous ses discours, notamment si on le compare à celui qu'il a prononcé en France, celui qu'il a prononcé au Nigeria. Il faut sortir ce discours-là et les revoir. Celui de la Mauritanie a été effectivement le discours politique le plus important parce que... Oui, monsieur Diarra, au-delà des discours, concrètement au niveau des actes, qu'est-ce que IBK a posé concrètement? Mais concrètement, nous sommes debout là. Nous sommes debout et nous ne sommes pas tombés. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que je ne parle pas du paiement des salaires parce que les salaires ont été tout le temps payés. Eh bien, nous avions une armée en lambeaux. Je pense que l'armée se remet petit à petit. Les forces de l'ordre se remettent petit à petit. Nous sommes donc une armée qui sort de crise et qui sont avec, si vous voulez, des nouveaux mécanismes. Les anciens mécanismes qui ne peuvent pas contrer les forces rétrogrades qui nous menacent et les nouveaux mécanismes que, en fait, l'armée est en train d'apprendre parce que ce n'est pas l'armée de 1960 ou bien l'armée de 1978 ou bien sous Moussa ou l'armée sous Alpha Oumar Konaré parce que nous avons affaire, si vous voulez, à des nouveaux problèmes qui n'étaient pas, en fait, les nôtres. Alors, fondamentalement, moi, je sors, en tout cas, je n'ai pas les chiffres en main parce qu'il paraît qu'il y a eu des détournements au niveau de l'armée, mais n'ayant pas des preuves, en tout cas, en main, j'estime aujourd'hui que l'armée est en train de faire son rôle quant à la sécurité. À l'intérieur du pays aussi, je pense que les forces de sécurité, nuit et jour, nous les rencontrons. Monsieur Diarra, parlant de sécurité, nous allons partir au nord du Mali, notamment à Kidal, pour écouter la société civile de Kidal. L'avancée de l'accord, pour moi, c'était au ralenti, parce que même les autorités antérieures qui ont été mises depuis quelques temps ne sont pas fonctionnelles. Donc, il y a l'État qui traîne un peu les pas. L'État n'est pas présent à Kidal. Donc, ça, c'est l'avancée concernant l'avancée de l'accord, mais il y a des préalables, il y a les camps de mots qui sont en train d'être réhabilités. Donc, depuis la trêve, la situation est presque calme, même le banditisme des rues a diminué. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes complètement en sécurité. Donc toujours on s'inquiète, ça c'est concernant l'insécurité. Donc tant qu'il n'y a pas eu les morgues, bien la sécurité mixte, je ne pense pas qu'il y aura une sécurité dans la région, ni par ailleurs au Mali. Alors, nous allons rester toujours au nord du Mali et partir à Gao pour écouter la population de Gao aussi. Au niveau de Gao, plus précisément la région de Gao, rien n'est démarré pour le moment. Parce que la sécurité, plus en plus, ça tombe. Et la route, on n'en parle même pas. Presque, nous, on est coupé de Bamako. Donc, les 4 ans, nous, on n'a pas bénéficié de la sécurité ni la route aussi, on n'en parle même pas. Chaque jour, ça se dégrade de plus. Chaque soir, on tire, chaque soir, on braque, chaque soir, on enlève des véhicules, des motos, pas de sites. Bon, vraiment, nous
on ne veut pas pour Gao seulement, on veut que ça change dans tout le Mali, parce que ce qui se passe plus précisément au nord, même un parti du sud qui est Mapti, on voyait chaque jour attaque, chaque jour enlèvement, chaque jour kamikaze. Donc vraiment, le Mali et nos partenaires qui sont là, vraiment, la sécurité quand même nulle. Alors, Ibeka avait promis de rétablir la sécurité, de sécuriser tout le Mali, et aujourd'hui on voit qu'à travers ces deux réactions, la sécurité reste toujours un sujet préoccupant des Maliens. Alors, monsieur Al-Mahmoud, que pensez-vous de cette situation? Est-ce que Ibeka a pu relever le défi par rapport à la sécurité du pays? Merci. Le président Ibeka a pu relever le cas de la sécurité. Aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Quand le président de la République, Ibeka, parle des promesses de rassembler les Maliens, de rassembler tout le monde au sein même de son gouvernement, tout le monde est là-dedans. Je crois là, c'est tout le monde qui devront travailler pour donner un résultat au président de la République. Et quand vous dites que le président a relevé le défi sécuritaire, quel est l'exemple que vous pouvez nous citer par exemple? L'exemple que je peux vous citer, voilà, aujourd'hui, si à Gao, il y a la sécurité en Songo, à Menaka, ça existe. Mais quelles sont les preuves? Parce qu'on vient d'écouter quelqu'un de Gao qui dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de sécurité à Gao. Oui, il a raison quelque part. Je vais te dire, il a raison quelque part. Parce que la sécurité, c'est les populations et les forces de sécurité. Si la société civile, si les populations ne partagent pas cette sécurité avec les forces de sécurité, rien ne peut se faire. Mais les forces de sécurité sont là. Mais c'est aux populations, eux, de dénoncer, de montrer ce qu'ils sont là en train de perturber. Et chacun vit cette insécurité chez lui. Mais c'est à lui de collaborer avec les forces de sécurité. Vous accusez la population, la société civile, de ne pas collaborer? La population ne collabore pas avec la sécurité. Mais est-ce que ce n'est pas pour se défendre, se protéger qu'elle ne collabore pas? Il y a ces points. Je les comprends. Il y a ces points. Les points où il faut se protéger. Est-ce que vous voyez? Mais il y a un autre fléau qui est là. Toute cette insécurité ou ce qui ressort des populations. Il relève de tous ces villages, il relève de toutes ces fractions. Il faut que chacun soit responsable seulement chez lui. Mais les camps des forces armées et de sécurité sont attaqués plusieurs fois. Et vous dites que l'armée est présente au nord du pays, donc cela suffit. Il faut juste qu'il y ait une collaboration de la population. Terminé. Alors, pourquoi l'armée elle-même est attaquée? L'armée est attaquée parce que l'armée encore n'a... Pour vous dire, l'armée est attaquée au sein par des individus qu'on ne connaît pas. Mais s'il y a des individus qu'on ne connaît pas qui attaquent également la population. Qui attaquent aussi la population. Mais je vous dis que tant qu'il n'y a pas collaboration sur les renseignements de la population et les forces de sécurité, rien n'ira. Partout. C'est quand même un peu confus. Monsieur Amadou Tchéoulé Ndiara, vous, que pensez-vous de cette situation sécuritaire à Gao? La population pense que le défi sécuritaire n'a pas été relevé par Ibrahim Boubacar Keïta. Et ici, Al-Mahmoud qui pense que c'est la population qui ne collabore pas. Non, il y a des choses à ce niveau en matière de sécurité. Il faudrait que nous en tenions compte. Parce que, vous savez, il y a, si vous voulez, un télescopage entre les règles internationales et les règles nationales qui nous gouvernent. Comme on dit en bambara, quand vous dansez pour aller en arrière, on dit que vous êtes en train de tuer votre père. Quand vous dansez pour aller en avant, on dit que vous êtes en train de tuer votre mère. Quand vous allez à droite, on dit que votre frère est là-bas. Quand vous allez à gauche, votre soeur est là-bas. La question est là parce que quand un pays est régi par en fait des règles de droit international et des règles nationales, souvent, les gouvernants ont d'énormes difficultés pour en fait restaurer la sécurité dans le pays. Parce que vous avez partout sur l'étendue du territoire malien ce qu'on met de l'avant la question du respect des droits de l'homme. Dans ces conditions, souvent il arrive même qu'on se pose la question de savoir si on fait bien ou si on n'est pas en train de faire bien. Donc c'est ce qui fait que quand on a souhaité
eh bien, qu'un pays devienne comme Rome ou bien Babylone, mais il ne l'est pas devenu. Alors, de deux choses l'une, ou bien c'est Dieu qui fait que nous sommes debout, pour vraiment ceux qui pensent que c'est cela, ou bien si ce n'est pas Dieu, normalement, ce sont les forces militaires et les forces de sécurité du Mali qui font qu'aujourd'hui, le minimum que nous vivons, eh bien, c'est grâce à eux que nous avons ce minimum-là. Je pense qu'au niveau du Nord, il n'y a pas que les militaires maliens qui sont là-bas. Il y a non seulement la MINUSMA, mais il y a également en fait les forces françaises qui sont là-bas. Mais on ne peut pas imputer en fait la question eh bien, de la sécurité aux seuls militaires ou aux seules forces de l'ordre du Mali. La résolution 22-27 est très claire. On dit que c'est le Mali qui est responsable eh bien, de la restauration de la liberté, de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Mais regardez un peu en 2014, quand un Premier ministre a tenté simplement d'aller à Kidal, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais monsieur Diarra, c'est l'État qui doit créer les conditions, notamment cette confiance que la population devrait avoir pour pouvoir collaborer. Mais aujourd'hui, si vous voyez que la population elle-même a peur de collaborer parce qu'elle veut se protéger elle-même, alors est-ce que ce n'est pas l'État le premier responsable? Oui, mais ne posez pas la question de l'État, en fait, dans l'absolu. L'État n'est pas mangeable. L'État, c'est des moyens de gouvernance. Donc, vous voulez dire que IBK n'a pas les moyens de gouvernance? Non, je ne vais pas dire ça. L'État, c'est les moyens de gouvernance. Ne fermez pas vos yeux sur la condition particulière de notre pays. Il y a des règles de droit international qui nous régissent. Lisez-les absolument. Ce sont ces règles de droit-là et les règles nationales qui sont en télescopage. Et quand un pays est en crise, vous ne pouvez pas effectivement mettre sur le même plateau un pays qui est en crise et un pays qui est en paix. On ne va pas nous mettre sur le même plateau que le Sénégal, on ne va pas nous mettre sur le même plateau que... Mais justement, M. Diarra, IBK était conscient de cette situation en faisant cette déclaration en 2013, en disant pour que cette réconciliation soit définitive, nous devons tout d'abord rétablir la confiance. Par le passé, beaucoup de promesses ont été faites, mais pas toujours tenues, parce que c'est la responsabilité de l'État qui est en jeu. Cette fois-ci, tous les engagements pris seront tenus. Je le dis, je le ferai, Inch'Allah. C'est ce qu'il a déclaré. Oui, mais en fait, la question des engagements, c'est autre chose. Les engagements politiques, c'est autre chose. Les réalités aussi sur le terrain, c'est autre chose. Les politiques, quand ils veulent accéder au pouvoir, souvent, en fait, ils font des promesses qui tranchent avec la réalité sur le terrain. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation concrète du Mali, à défaut d'un front commun, je ne dis pas d'une coalition, ou bien je ne dis pas en fait d'une unité, un front. Il faut un front et les conditions d'un front doivent être déterminées. Et c'est ce qui nous manque. Tant que nous n'aurons pas fait un front, même en 2018, que ce soit IBK ou que ce soit celui qui va accéder au pouvoir là, il aura les mêmes problèmes. Il faudrait que chaque Malien, en fait, cède une partie bien, de ce qu'ils pensent de ce problème-là pour qu'on puisse faire front effectivement à ce qui nous menace. Alors, monsieur Honorable Al-Kaïdi, bienvenue, vous venez de nous rejoindre. Alors, nous sommes en train de parler de la sécurité. IBK avait promis de rétablir la sécurité. Ici, tout de suite, il y a monsieur Diarra, qui est juriste, qui pense que les promesses qui sont faites et les réalités sur le terrain ne sont pas toujours les mêmes. Alors, pourquoi IBK avait promis de pouvoir faire ça en 5 ans s'il savait que les réalités ne le permettaient pas? Bon, ça c'est la déclaration de M. Diarra et je m'excuse, vraiment je présente toutes mes excuses à tous les auditeurs, c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté. Je vous avais dit que j'avais un programme excessivement chargé. Moi je crois que dans tous les cas, quand on veut accéder au pouvoir, si M. Diarra même reconnaît qu'on doit mentir, on doit dire des comptes vérités. Donc ça veut dire que c'est grave. Non, je crois qu'IBK n'a peut-être pas mesuré la dimension des tâches qu'il attendait. C'était tout. Hein. Il a fait des déclarations de très bonne foi. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on n'accuse pas la communauté internationale. Pour quelle raison? La communauté internationale est là pour nous aider. On nous a dit que la communauté internationale est là pour veiller sur la sécurité des civils et de leurs biens. Mais qu'est-ce qu'elle a fait à ce niveau? C'est ça le problème. C'est bien que c'est l'armée qui devrait faire. L'armée a fait ce qu'elle peut
peu. Et aujourd'hui, c'est parce que les politiques ont encore tenu l'armée dans l'emprisonnement au niveau du Nord qu'il y a ces problèmes. Quand des militaires qui sont venus pour nous aider se promènent sur notre territoire, alors que nous, nos militaires ne peuvent pas bouger d'un iota sans qu'on leur donne l'autorisation, vous voulez qu'ils sécurisent quoi? On est là pour les aider, mais s'ils prennent les devants, on doit pouvoir les accompagner, c'est ça. Parce que je me suis toujours posé la question, moi je ne suis pas dans ce micmac de résolution de l'ONU. Les résolutions de l'ONU, elle est claire. On dit c'est pour sécuriser les civils et leurs biens. Qu'est-ce que la communauté internationale a fait à ce niveau? Voilà toute la question. Parce que pour sécuriser des gens qu'on doit attaquer, il faudrait pouvoir avoir des moyens au moins de ne pas de les empêcher d'être attaqués. Et j'ai toujours donné un exemple. J'ai dit que des sédentaires veulent attaquer un campement Touareg ou vice-versa. Si vous n'êtes pas venu pour faire la... Si on laissait un peu la communauté internationale aujourd'hui, on parle du mandat de Ibrahim Boubacar Keïta. Oui, concrètement, qu'est-ce que IBK a fait par rapport à la sécurité pour sécuriser les Maliens? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. IBK, ce qu'il a fait, c'est qu'on a fait appel à la communauté internationale. Il est d'accord pour continuer avec la communauté internationale. Et c'est à ce niveau, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la communauté internationale nous aide réellement sur le terrain? C'est toute la question. Et le problème des groupes armés, c'est un problème mitigé. Parce qu'à partir du moment où ils ont déposé les armes et qu'eux, ils connaissent le terrain. Est-ce que les groupes armés aujourd'hui ont déposé les armes? Bon, je ne sais pas. Moi, dans tous les cas, quand on nous dit qu'il y a eu une signature de l'accord et qu'ils ne sont plus des belligérants, donc ça pose problème. Sauf que la plateforme et la SEMA continuent de s'attaquer. La preuve, c'est qu'il y a une trêve de 15 jours. J'ai dit la crise qui a commencé, ce n'est pas une crise entre la plateforme et la SEMA. C'est une crise, une rébellion contre le gouvernement du Mali. Donc ça veut dire que la plateforme elle-même, quelle est sa position? Parce que la plateforme est pro-gouvernementale. Mais à beaucoup de moments, la plateforme et les chemins de la plateforme et de la SEMA sont croisés. Mais c'est là la question. Donc je crois qu'à partir du moment où il y a des mouvements qui ont cessé d'être hostiles au Mali, je crois qu'eux aussi doivent aider à sécuriser. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ce niveau? Quel est le terroriste qu'ils ont dénoncé? Quel est le terroriste qu'ils ont arrêté? Pourtant, ils connaissent le terrain. Ils doivent pouvoir aider l'armée malienne. Donc à ce niveau, moi je dis que... Par rapport à la sécurité, vous pensez que IBK a fait de son mieux? Il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux, mais dans tous les cas, son mandat même porté sur la sécurité. Et à ce niveau, il a fait de son mieux, mais il a échoué. Monsieur Diarra, il y a Monsieur Al-Kaïdi qui pense que IBK, sa gestion de l'État par rapport à la sécurité est bonne et qu'il accuse la communauté. Qu'est-ce que vous dites alors? Je dis que faire de son mieux, ça veut dire quoi? Parce que pour lui, c'est ce qu'il a fait qui est de son mieux. Mais de notre point de vue, je crois que les approches sont absolument mitigées. Mais vous pensez également qu'il ne mesurait pas la dimension de la situation du pays? Parce qu'il a fait beaucoup de déclarations en dehors de ce que vous venez de dire, qu'il ne pouvait pas tenir, parce qu'il dit qu'il ne discute pas avec des gens avec les armes à main. Mais est-ce qu'il n'a pas discuté avec eux? Il a même fait plus. Monsieur Diarra, est-ce que vous voulez réagir par rapport à cette question? Oui, bon, Al-Qaïda, il a parlé de... Non, moi, Al-Qaïdi Touré. Al-Qaïdi, je n'ai pas dit, maître Al-Qaïdi, je n'ai pas dit qu'il faut mentir pour accéder au pouvoir. Non, parce que j'ai introduit dans la discussion la notion de paramètres. Parce que quand on veut faire la conquête du pouvoir, il y a des paramètres qu'on a en fait sous les mains, où on fait des déclarations sur la base de certains paramètres. Et les paramètres peuvent changer dans l'application des politiques. Et quand les paramètres changent, alors que les discours sont ce qu'ils sont, les paramètres sur le terrain changent, et c'est là où vraiment la dimension en fait de ce que les gens appellent mensonge arrive, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas proches des dossiers, mais ceux qui ne connaissent pas, ils ne sont pas politiques. Vous dites aujourd'hui que c'est ça, alors que dans 10 jours, dans 20 jours, 40 jours, 1 an, les paramètres changent sur le terrain. Alors ce qui fait qu'il y a des problèmes, parce que nous tous, nous avions en fait sous-estimé la question de la réconciliation nationale. Mais nous sommes aujourd'hui à un point où c'est difficile. Nous avions pensé que, peut-être naïvement, que quand on va signer l'accord d'Alger en 2015, eh bien, tout va se passer comme une pirogue sur l'eau. Ça n'a pas été comme ça. Il y a des paramètres que le Mali maîtrise, mais entre nous aussi, il faut se dire la vérité, il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Il y a des paramètres qui ne dépendent pas de nous, parce que les frontières là, en fait, la surveillance des frontières ne dépend pas que du seul Mali. Mon voisin, s'il me laisse venir des terroristes chez moi, mon voisin, s'il laisse venir chez moi des envahisseurs... Mais est-ce que ce n'est pas le chef de l'État qui doit créer des conditions pour que ces paramètres soient maîtrisés? Mais quelles conditions, par exemple? À vous de nous le dire, par exemple. C'est pas moi le spécialiste, monsieur. Par exemple,
la zone sahélo-sahélienne s'étend sur combien de kilomètres carrés là-bas? Alors, quand on vous interdit d'y aller, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est la communauté internationale, notamment et la France, il ne faut pas se faire bonne confiance de l'absence du Mali à Kidal et ailleurs. Ce n'est pas possible. Disons-nous clairement les choses. Parce que tous ceux qui sont politiques aujourd'hui, ils ne veulent pas critiquer la France. Parce que tout le monde sait que si vous critiquez la France, il y a de fortes chances que 2018, vous ne passez pas. Critiquons la communauté internationale, comme la France. Il ne faut pas se faire... Monsieur Diarra, la sécurité, ce n'est pas seulement au nord du pays, également au sud. La population dénonce le fait qu'elle n'est pas... Au moins, au sud, nous sommes au sud, au moins nous sommes là. Mais est-ce que nous sommes au nord? Est-ce que nous sommes là-bas? Est-ce que nous y sommes? Mais notre présence au sud du Mali n'a pas créé les conditions sécuritaires qui vont satisfaire la population non plus. Mais on sait comment le verre est entré dans le grain. Nous le savons. Nous le savons. Alors, nous allons parler maintenant d'éducation. On va à Mopti écouter la réaction de la société civile. Surtout le problème qui est vraiment fondamental, qu'on ne doit pas se voiler la face, c'est surtout l'école et l'éducation. Pendant les 4 dernières années, sinon plus, l'école à Mopti est presque inexistante dans beaucoup de communes. D'après l'information que j'ai au niveau de l'UNICEF, 266 écoles sont fermées, rien que dans le centre, c'est-à-dire dans la région de Mopti. Autant que nous sommes de notre génération, nous avons tous bénéficié de la gratuité de l'école. Alors pourquoi pénaliser ces enfants qui sont l'avenir de demain? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pays? Qu'est-ce que ce pays fera? C'est vraiment le grand point d'interrogation. Et c'est une interpellation, non pas par rapport au régime, mais par rapport à tout le monde, un sursaut national que je suis. Parce qu'une génération sans éducation, c'est une génération perdue. C'est une génération perdue. Monsieur, excusez-moi, Souleymane Al-Mahmoud, lui, il pense de Mopti que pendant ces 4 dernières années, la situation scolaire s'est dégradée dans le pays sous l'ère d'Ibeka. Bon, en fait, il y a quelques vérités à le dire. Nous revenons toujours au point de sécurité. Et ce que nous vivons aujourd'hui est plus fort que nous. C'est plus fort que le Mali. C'est le terrorisme que nous vivons. Et ce défaut, ce problème d'éducation dans les centres et partout dans certaines communes, même du Nord, vient de ce point de l'insécurité. Parce que là où on prend un enseignant, on lui dit de ne plus dispenser des cours, on lui donne un avis, on le prévient, ou bien on le tue, vous savez que ce ne sera pas facile. Donc, nous aussi, étant ce que nous sommes, en réalité, nous voulons changer de comportement, mais à présent, il nous reste. Nous n'avons pas d'abord les capacités, nous n'avons pas encore atteint au point de changer le comportement, c'est-à-dire nos anciennes pratiques. Secondo, est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel n'est pas en mesure de changer la situation? Le gouvernement est là-dessus. Le gouvernement est là-dessus et bientôt ces changements seront exécutés. Et plus tard, janvier, toutes ces écoles seront ouvertes. Qu'est-ce qui vous prouve cela? C'est la démarche du gouvernement. Parce que ce n'est pas seulement, comme je vous l'ai dit, il faut collaborer. Il faut que tous les Maliens s'unissent pour vraiment éteindre les problèmes que nous vivons. Mais quand vous faites cette déclaration, qu'avez-vous comme preuve pour rassurer celui qui vient de faire cette déclaration, par exemple, à partir de Mopti? Nous, on est à la démarche. Aujourd'hui, même avant-hier seulement, la semaine dernière seulement, on a ramené le gouverneur de Kidal à Kidal. Ces écoles de Mopti ou bien... Ramené, non. Il est parti en visite et il a annoncé qu'il sera de retour après la fête. Mais il n'est pas encore à Kidal. Il est à Kidal. On va dire qu'il est à Kidal parce qu'il est déjà arrivé à Kidal. Il a rencontré ces populations. Mais c'est une manière d'organisation. Ce qui reste à faire, c'est de s'organiser et rentrer. Comme promis, avec les groupes armés. Monsieur Al-Kaïdi, que pensez-vous de cette situation scolaire qui inquiète la population de Mopti, par exemple? Ibeka avait promis qu'il allait rétablir cette situation alors qu'elle s'est dégradée selon lui ces 4 dernières années. Vous savez, tout le problème du Mali est lié au problème de sécurité.
Et le mandat de Ibeka, c'est sur la base de la sécurité. C'est-à-dire qu'on avait compris que le président Ibeka était capable de régler le problème du Nord. Parce que c'est le problème du Nord mal réglé qui a amené le problème du centre aussi qui est mal réglé et qui a amené tout ce qui est arrivé. Parce que quand Mankoufa avait commencé ses prêches incendiaires, il suffit seulement que l'État prenne ses responsabilités et le mette et le demande de se conformer à la loi. Mais on ne l'a pas fait, on l'a laissé faire. Et pendant ce temps, il a pu installer tout ce qui est en train aujourd'hui de déstabiliser le centre. Donc je crois que le problème d'éducation, en dehors du fait que les écoles sont formées, c'est un problème qui est national, c'est un problème qui concerne tout le monde, mais c'est la faute à tout le monde. Aujourd'hui, nous tous, parents d'élèves, nous créons nous-mêmes les conditions de la mort de l'école. Comment? Mais vous voyez que tous les parents sont prêts à payer un diplôme pour leurs enfants, à voler pour que leurs enfants passent et progressent. Mais ce n'est pas l'État qui a créé ces conditions. Mais ce n'est pas l'État, mais c'est les parents. Si vous refusez que votre enfant, si vous refusez de payer un diplôme... Si l'État a également sanctionné les personnes qui sont corrompues. L'État ne sanctionnera absolument rien parce que c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui là. Qui va sanctionner qui? Vous savez, quand on vient au pouvoir, vous êtes au-dessus de tout le monde. Qui va sanctionner qui? Ça veut dire que l'État ne peut pas sanctionner. L'État ne va jamais sanctionner parce que j'ai dit tant que nous ne venons pas aux fondamentaux et que nous acceptons que nous sommes tous dans l'erreur. Les fondamentaux, c'est que nous acceptons que la démocratie, ce n'est pas comme on est en train de la gérer. Comment est-ce qu'on est en train de gérer la démocratie, c'est le respect des lois. Qui respecte quoi ici dans ce pays? Dis-moi, qui? Personne ne respecte la loi. Tous ceux qui sont au pouvoir sont au-dessus de la loi. La loi ne s'impose qu'aux autres. Et quand vous ne volez pas, vous n'êtes pas un bon Malien. Et qu'est-ce que vous allez faire? Parce que si vous ne volez pas, vous allez continuer à vivre dans la misère. Des gens qui viennent de commencer aujourd'hui vont vous dépasser et ils vont vous considérer comme un vaurien. Comment est-ce qu'on peut progresser dans un pays avec cette mentalité? Si tout le monde refuse de payer un diplôme pour son enfant, les enfants sont obligés d'aller travailler normalement. Mais tout le monde vole. Les élèves volent. Les parents d'élèves volent. Et le gouvernement aussi, il y a des gens ici qui ont des créneaux. Même pour avoir une bourse, il faut aller payer de l'argent. Vous accusez tout de suite les parents d'élèves et tout de suite vous dites également que les gouvernants se sont mis au-dessus de la loi. Mais non, ce n'est pas le gouvernant seulement. Mais les gouvernants, il y a certains qui sont certains parents d'élèves. À qui la faute? La faute à tout le monde. Il faut que nous acceptions qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Et tant que nous continuons dans ça, quel que soit le gouvernement qui va venir, il ne va pas réussir. Parce qu'aujourd'hui, il faut un changement de mentalité cardinal. Il n'y a pas d'autre solution. Mais l'insécurité, le président a dit qu'il va... on l'a élu parce qu'on croyait qu'il allait résoudre le problème de l'insécurité. Mais vous voyez toute la mauvaise gestion qui est faite autour de ça. Aujourd'hui, M. Touré, on nous dit tous les jours que l'armée a les moyens, la police a les moyens, la gendarmerie a les moyens. Mais tous les jours, vous entendez que pour un problème de carburant, un véhicule de la gendarmerie, de la police ou de l'armée n'a pas pu se déplacer. Mais comprenez. Amadou Tchéoulé Ndiara, que pensez-vous de cette situation de l'éducation au Mali? Bon, on ne peut pas en fait analyser la question en dehors de la question de la sécurité. Sinon, tout le monde sait que dans la région de Mopti, il y a des zones qu'on appelait dans les temps les zones inondées. Et malgré cette inondation, les enseignants y allaient, ils enseignaient. Cette situation a commencé, la dégradation de l'éducation a commencé à partir de 2012 avec la chute du président ATT. Le verre est entré dans le grain. Premièrement, c'était les envahisseurs qui venaient de Libye. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une mutation chronologique, on les a appelés les djihadistes. Et ensuite, maintenant, on les appelle les terroristes. Et les terroristes, eh bien, qui ont leur dictat, à savoir que quand ils trouvent un établissement et qui fonctionne, ils brûlent, ils détruisent, parce que simplement, ils veulent l'application de ce qu'on appelle dans les écoles, l'islamisation des écoles. Oui, mais qu'est-ce que l'État a fait pour changer cette situation? Parce que, je vous ai dit, si vous posez la question de l'État dans l'absolu, vous ne réglerez pas le problème. Parce que l'État, c'est des questions de moyens. Je le dis et je le répète. Les questions de moyens dans le contexte où nous vivons, dans les villages où il y avait des écoles, ces écoles ne peuvent pas fonctionner tant qu'il n'y a pas en fait de présence
militaires ou des forces de l'ordre. C'est ça la question de fond. Oui, mais au-delà, M. Diarra, des écoles fermées, tout de suite, M. Al-Kaïdi l'a dit, il y a la qualité de l'enseignement également qui s'est dégradée dans le pays. Ça, c'est au nord, au sud comme au centre du pays. Alors, à qui la responsable par rapport à cette qualité de l'enseignement aussi? Mais la qualité de l'enseignement, c'est notre conception. Nous avons eu une conception de l'enseignement. Vous parlez du niveau. La dégradation du niveau dépend de plusieurs facteurs. D'abord, l'accès à l'éducation, qui est plus ou moins en fait réglé. Mais la question fondamentale, c'est les réformes que nous avons introduites dans notre système. Les réformes peuvent faire qu'un pays met à terre son enseignement. Regardez un peu un simple exemple. La méthode conventionnelle qui est enseignée en fait au primaire, où on introduit le bambara là-dedans, dans les langues vernaculaires. Arrivé à l'université, eh bien, vous n'avez pas cette possibilité. Quand vous voulez, par exemple, parler de contrat, quand vous voulez parler, par exemple, de leasing, bac ou autre chose, là, vous n'avez pas son correspondant pour dire aux étudiants. Vous savez, le niveau bas également, il ne faut pas créer des problèmes aux étudiants. Le niveau bas également, c'est les réformes des programmes. Mais qui propose ces réformes? Mais ça, c'est l'État. C'est des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui, depuis la réforme Palme de Long. Il faut qu'on se remette en cause. Quand un État remet, où nous sommes d'accord, que nous sommes en train de nous remettre en cause et nous sommes en train de renaître, si on est d'accord avec le concept de renaissance, maintenant il faut qu'on se dise maintenant qu'est-ce qu'on va faire renaître. Quelles sont les valeurs qu'on va faire renaître aujourd'hui au Mali? Est-ce que nous sommes tous d'accord que ces valeurs renaissent? Les Maliens ne se disent pas la vérité. Il y a des gens qui disent que l'éducation est comme ci, comme ça, alors qu'ils ont leurs enfants dans de hautes écoles. Dans des écoles super, hyper, ils ont leurs enfants là-bas, mais après ils rêvent de dire que alors il faut une école comme ci, comme ça. Alors que c'est pas, ils ne sont pas d'accord avec ça. Quand moi je vais être d'accord avec ma conscience, eh bien les écoles que le pauvre lambda fait au Mali, eh bien mon enfant va le faire. Mais vous ne pouvez pas mettre vos enfants à Washington, vos enfants au Canada, vos enfants en France et en même temps dire qu'on va faire l'enseignement comme ci, comme ça, alors que ce n'est pas la même chose. Monsieur Diarra, au-delà de l'éducation, il y a également le problème d'emploi. Aujourd'hui, nous avons vu des centaines de jeunes mobilisés pour dénoncer le fait qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays, alors qu'il y a quelques mois, il y a le ministre de l'Emploi qui sortait pour déclarer que les 200 000 emplois promis par IBK ont été réalisés. Est-ce que... Vous savez pourquoi le problème de fond, c'est qu'on passe à côté. C'est que nous ne voulons pas remettre en cause les objectifs même de la production. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Expliquez. Le changement de la société aujourd'hui, si on veut changer de société, je ne dis pas d'alternance, parce que les gens forcent le débat en parlant d'alternance en 2018. Ce n'est pas ce qui est en cause. Au-delà de l'alternance, il y a un problème de changement de société. Et quand on veut changer de société, il faut changer les objectifs de production. C'est quoi clairement? Un exemple terre à terre. Mais toutes les entreprises qui ont été déréglementées et des Maliens qui ont pu bénéficier de cette déréglementation. Mais monsieur, entre nous, mais qu'est-ce que ces entreprises font pour les enfants de notre pays pendant les vacances? Ils ne peuvent même pas les utiliser à temps partiel. Ils ne peuvent même pas, pendant les vacances, ces entreprises-là qui ont été achetées à vil prix, sont là, mais ils ne peuvent même pas donner du travail à nos enfants pendant les vacances pour qu'ils y travaillent. En France, ils ne valent pas mieux que nous. C'est parce que c'est leur système qui permet aux étudiants d'aller travailler. Mais chez nous, nous avons donné des entreprises à vil prix à des nationaux maliens mais qui se comportent comme des étrangers. Et qui a fait ça? Mais vous le savez, c'est l'État qui l'a fait. L'État est une continuité. C'est pourquoi moi, je vous ai dit que normalement, ce qui est en cause, c'est en fait les objectifs de production. L'État a été déréglementé pendant, en fait, les entreprises ont été déréglementées. Eh bien, toute la Troisième République. La Troisième République... Merci, M. Diarra. Nous allons donner la parole à M. Al-Kaïdi de l'opposition. Est-ce que vous pensez qu'IBK a pu relever le défi de l'emploi au Mali? Bon, je vous en prie. On n'a pas besoin. C'est-à-dire, nous, on est en train de parler seulement pour parler, quoi. Parce que dans tous les cas, on n'a pas besoin. Vous posez la question. Si vous voyez des jeunes se lever, des jeunes chômeurs pour dire qu'il ne suffit pas de faire des déclarations, mais de montrer des actes concrets, ça veut dire que ce qui a été dit n'est pas la réalité. Vous voyez. Donc, moi, je ne rentre pas dans ça. Parce que dans tous les cas, vous posez la question aux Maliens. Tout le monde sait aujourd'hui les conditions dans lesquelles le pays se trouve. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour chercher. Maintenant, bon, la faute à qui a réussi?
qui a échoué, qui n'a pas échoué, ça moi je ne le sais pas, mais dans tous les cas, vraiment, on ne rentre pas dans ces considérations inutiles à aller faire des polémiques autour des choses. Il suffit simplement de dire dans quelle branche il y a eu tel nombre d'emplois, c'est aussi simple que ça. Mais je crois que des simples déclarations d'intention, si on dit ça, c'est des emplois, ça pose la problème. Majorité, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que le gouvernement, l'État a pu créer ces 200 000 emplois? Souvent, je donne raison à Al-Khedi pour la première fois. Il a dit certaines vérités ici, même s'il est de l'opposition. En réalité, le gouvernement, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Si IBK l'a dit, l'a promis, c'est en fonction des équipes qui devraient mettre sur le terrain, qu'ils devraient activer, qui seront dans le gouvernement. Mais si certains ne font pas la chose, nous on ne rejette pas directement la responsabilité de ça sur IBK. C'est surtout ça qu'il faut reconnaître. Mais Al-Khedi pense que c'est l'État qui devrait gérer ça. Oui, vous dites tout de suite que vous êtes d'accord avec lui. Moi, j'ai dit l'État. J'ai dit le président a pris une équipe, des équipes dans le gouvernement qui devront travailler, lui donner les résultats. Est-ce que vous voulez dire qu'IBK n'a pas fait le bon choix des membres de son gouvernement? Mais moi, je vais dire que tous les choix ne sont pas les bons. Okay. Nous allons écouter la société civile de Caille. Ce qui a marché, on ne dira pas bien marché, on peut dire ce qui a marché pour nous dans la région de Caille, c'est le fait d'avoir le deuxième pont de Caille, la route Caille-Sadiola. Voilà ce qui a marché pour nous pendant les 4 ans de IBK. Ça veut dire que beaucoup de choses n'ont pas marché. Caille est la ville la plus chère du Mali. Caille est toujours enclavée et nous, on s'était battu pour avoir la route Caille-Kenyeba. On s'est battu pour l'opérationnalisation de l'aéroport international Caille-Dagdag, qui est un joyau pour la région, un joyau pour le Mali. L'aéroport n'est pas opérationnel. Par rapport au rail, nous avons demandé de restaurer les rails, parce que Caille sans rail n'est pas Caille. Il n'y a pas de rail. Il y a combien d'années? Caille, Djema, Tidjeni, jusqu'à Bamako, pratiquement il n'y a plus de route. Sur les 650 km, on peut faire banalement 17h, 18h. Caille souffre de plusieurs maux. Il n'y a plus de problèmes non résolus à Caille que de problèmes résolus. Alors, nous écoutions Mamadou Koulibaly de la société civile de Caille qui pense que la région de Caille a été oubliée par IBK, M. Souleymane Ag Al-Mahmoud. En réalité, la région de Caille n'a pas été oubliée par IBK, au contraire. Pour celui qui connaît la région de Caille, les gouvernements, c'est des continuités. En réalité, il faut reconnaître les actes qu'IBK a posés à Caille. L'énergie, les routes et beaucoup de facteurs au niveau de Caille. Ça, il faut le reconnaître. Là où on appuie, là où le gouvernement a pu travailler, là où la sécurité minimum qu'on a, au maximum qu'on a, on a exécuté. Le gouvernement a beaucoup travaillé sur les investissements. Mais quelque part aussi, il faut reconnaître. Monsieur Al-Khedi, partagez-vous l'avis de cette société civile de Caille? Non, mais la société civile n'a dit que ce qu'elle pense. Dans tous les cas, c'est quand... Est-ce que c'est la réalité? C'est la réalité. Le problème est que quand on parle du Nord, on parle de ça, mais il n'y a pas une raison aussi plus pauvre. Alors aujourd'hui, à 4 ans après, est-ce que vous pensez que IBK est l'homme qu'il fallait au Mali? Bon, moi, je ne peux pas me prononcer sur ça, parce que vraiment, concernant IBK, moi, j'ai honte de sa personne. Bon. Mais je sais que comme Al-Mahmoud l'a dit, vous savez quand vous avez un entourage à qui vous faites entièrement confiance et qui ne vous dit pas les réalités du pays, c'est ce qui pose problème. C'est ça. Monsieur Diarra, en 30 secondes, est-ce que vous pensez que IBK, il lui reste juste une année pour tenir toutes ces promesses qu'il avait faites? Non, si vous posez la question comme ça, vous savez, le Mali, les gens, il faut que l'acte fondamental du Mali, à savoir la conférence nationale, avait réglé tous les problèmes. Le président Alpha Oumar Konaré, il a fait un projet sur Caille de plus de 1000 milliards. Est-ce qu'IBK pourra tenir ses promesses?
Mais écoutons, Alpha ne l'a pas fait. Le temps ne nous permet pas d'avoir cette réponse. Merci, monsieur Tchéoulène Diarra. Vous étiez un de nos invités, en plus de Souleymane Ag Al-Mahmoud, député RPM, parti au pouvoir, Al-Kaïdi Touré de l'URD de l'opposition. Je suis Mohamedou Touré, à la technique Gagné Kanté, réalisation vidéo assurée par Peting Diarra et à la réalisation Aliou Sidibé. Merci et à demain pour un prochain numéro. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.